Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre rendez-vous du dimanche soir, le live autour du thème du Dharma, vivre son Dharma, live your Dharma. Et ce soir, je vais interviewer Anne-Claire Méret. Je vais donc attendre de la voir se connecter pour la faire venir sur le live. Bonjour tout le monde, à ceux qui sont là en live. On attend Anne-Claire et on va pouvoir commencer. Alors, Anne-Claire. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Et voilà, Anne-Claire. Tac, c'est parti. Alors, comment se fait la connexion avec le Costa Rica? Nous y voilà. Bonjour Perrine. Salut, coucou. Claire. Bonsoir, pardon. Ouais, tu vois, moi il fait bien nuit derrière. Il est midi chez moi. Et ouais, t'es dans la jungle du Costa Rica, trop chouette. Presque, au bord de la mer. Ça fait très jungle de derrière, là, ce que je vois en tout cas. Ouais, on a un arbre extraordinaire qui est immense, qui doit être très 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 vieux. Trop bien. Ouais. Bah, écoute, il est bienvenu dans ce live. Ouais. Bon, merci beaucoup d'être là. Merci pour ton invitation. Ouais, c'est vraiment un plaisir de lancer ce projet avec toi. Ce projet qui m'est vraiment venu, tu sais, comme un éclair de tiens, et si je faisais ça? Et puis depuis, ça me porte. Donc, c'est génial que tu le fasses. Ouais, merci. Donc, on va parler dharma ce soir. Et en fait, c'est un thème qui n'est pas forcément un mot, qui n'est pas forcément facile à expliquer avec des mots simples, notamment en français. Ça peut être très théorique pour certains. Et je me suis dit, le meilleur moyen de le rendre accessible, c'est tout simplement d'interviewer des personnes qui, pour moi, représentent ce que vivre son dharma signifie. Tu fais clairement partie de ces personnes. C'est pour ça que je t'ai contactée. L'idée dans ces lives, c'est de faire quelque chose d'assez rapide, en fait, tu vois, peut-être une trentaine de minutes qui soit facile à écouter, sans qu'on ait besoin de se dire « Attends, il faut que je me pose. » Voilà, Okay. Une trentaine de minutes. Et donc, je vais te donner un petit peu la structure que j'ai en tête. Et puis après, évidemment, on se laissera aller au gré de la conversation. Mais donc, si tu peux commencer par te présenter. Ensuite, définir toi. Comment tu traduis en tes mots ce terme de dharma. Si tu peux nous expliquer quel est ton dharma à toi. Comment tu l'as trouvé, comment il t'a trouvé. J'aime bien parler aussi de tout ce qui est ce qu'on peut appeler des obstacles, ce qui peut paraître comme étant négatif, et en fait souvent avec le recul on se rend compte que on en avait besoin pour arriver sur notre dharma. Et ensuite aussi parler à l'inverse du côté positif, à savoir tout ce qui est synchronicité, ces rencontres magiques, ces situations, on est au bon moment, au bon endroit. Voilà. Et puis on terminera par le conseil d'Anne-Claire pour les personnes qui nous écouteront sur comment trouver son dharma. Ça te va? Ouais, magnifique. Alors on y va. Je te laisse te présenter. Je me souviens pas de tout ce que tu as dit, mais certainement ça va être naturel. Oui, okay. Oui. D'abord, merci. Encore merci pour ton invitation et aussi merci de parler de ce sujet que je trouve vraiment très important parce que je sens dans mon cœur que si tout le monde était à sa place, le monde tournerait beaucoup plus rond. Et c'est pas le cas aujourd'hui et on voit ce que nous sommes en train de vivre, en fait, une grande crise. Et j'espère que les gens vont avoir de plus en plus envie d'être curieux de leur dharma et de leur voie à eux parce que chacun va pouvoir se remettre à sa place. Voilà, j'espère bien que c'est ce qu'on va vivre. Donc, merci beaucoup. Ouais. Alors, je m'appelle Anne-Claire Méret, je vis au Costa Rica, comme je suis contente de dire ça. Depuis 1 mois. Avant, j'étais en Europe, à Berlin, et puis donc je suis française. Je fais plein de choses. Je suis coach, j'enseigne le coaching.
Donc, je forme des coachs qui, elles aussi, transforment le monde. Je dis elles parce que c'est quand même très, très féminin, même si, en fait, les hommes sont bienvenus, mais je pense qu'ils sont un petit peu à la bourre, ils vont arriver, ils prennent leur temps. J'ai pas toujours fait ça, c'est une reconversion parce que avant, j'étais naturopathe, j'ai écrit beaucoup de livres sur la santé naturelle et avant, j'étais pas naturopathe. Avant, je faisais autre chose. Avant, je travaillais pour des sites de rencontres et encore avant, je faisais encore d'autres choses. J'ai fait de la com, j'ai fait de l'art, j'ai même travaillé dans une banque. Donc, j'ai fait énormément de choses, j'ai eu plein de chapitres. Et petit à petit, je dirais que le chemin le plus important que j'ai dû apprendre à faire, c'est passer de ma tête à mon cœur. Parce que j'étais beaucoup dans ma tête, réussir, m'en sortir, survivre en fait. J'étais plutôt dans un mode de survie et d'éviter de me mettre en danger ou en tout cas d'aller me mettre en sécurité. Et puis finalement, petit à petit, il y a des prises qui ont lâché. Voilà, à mesure que j'ai réussi à écouter mon cœur parce que j'ai vu que j'étais plus heureuse, que j'étais plus curieuse, plus émerveillée de la vie à mesure que j'écoutais plutôt mon cœur que ma tête. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de chapitres. Et je pense que c'est pas fini. C'est jamais fini, c'est ça qui est génial. C'est qu'on continue d'avancer et que le dharma, il peut prendre plein de formes différentes. C'est qu'en fait, c'est plus l'ombrelle, ça sonne pas bien en français, the umbrella, qu'il y a au-dessus. Et puis en dessous, il peut y avoir plein de chemins différents, mais encore une fois, c'est le pourquoi. Donc toi, voilà, comment tu expliquerais le terme de dharma avec tes mots à toi? Moi, j'aime bien le mot vocation en français. Ça a un côté assez majestueux. Il y a quelque chose d'un grand voyage, en fait, dans vocation, que j'aime bien. Ça fait très longtemps que j'ai lâché le mot métier. C'est-à-dire que pour moi, je ne fais pas des métiers. J'ai une vocation qui a différents chapitres. Il y a eu un chapitre santé naturelle, un chapitre coaching, et puis derrière, il y aura d'autres choses. C'est l'expression de qui je suis à travers une contribution au monde. En fait, c'est pas un truc solo, le dharma. Pour moi, c'est un truc qui inclut l'humanité tout entière. C'est entre moi, c'est entre moi et les autres, et c'est entre moi et l'humanité. Donc, il y a toutes ces dimensions-là qui sont à prendre en compte. Et je pense que c'est ce qu'on peut rappeler mon activité principale, c'est vivre mon dharma. C'est mon focus principal tous les jours, en fait. Je pense que c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer si on veut des vies heureuses. Ouais, bah c'est vivre depuis l'espace du cœur, comme tu l'enseignes, Ouais. Alors c'est intéressant que tu utilises le mot vocation parce qu'il sonne très professionnel quand même. Et pour moi, le dharma, en fait, c'est la profession qui va presque être une expression du dharma. Mais le dharma, c'est presque encore au-dessus, tu vois. C'est qu'est-ce qui nourrit cette vocation et ces moyens, ces expressions à travers différentes activités, on va dire. Mais oui, mais le mot vocation, on dit aussi, tu sais, parfois la vocation artistique. Vocation. Donc il y a quand même quelque chose d'assez qui peut être aussi plus abstrait que le job. Ouais. Parce que tu vois, ouais, si. Une mère au foyer, pour moi, ça peut être un dharma, en fait. Tu vois? Tu peux vraiment t'épanouir pleinement dans t'occuper de tes enfants. Alors peut-être c'est juste le contexte et la culture dans laquelle on vit qui fait que on va pas penser directement à la mère au foyer quand on parle de vocation, alors que ça pourrait tout à fait l'être. Ouais. Ouais. Mais souvent la mère au foyer, pas toujours j'imagine, mais souvent la mère au foyer qui a une vocation d'éducation et d'amour pour les enfants, elle va aussi le prolonger peut-être en gardant les enfants des autres, et créer quelque chose dans sa communauté. Et ça va en devenir une activité principale en fait. Tout à fait. Je pense que c'est assez rare qu'une mère au foyer reste juste toute seule, couper les autres mamans et couper de sa communauté. Ouais, et puis tout simplement aussi parce qu'un jour ses enfants vont grandir et du coup, effectivement, ça peut être son archétype, ça peut être celui de l'enseignant qu'elle aime transmettre ou ça peut être le côté enveloppant, mais qu'elle pourra tout à fait donner à une autre population que ses enfants, une fois que ses enfants auront grandi et ça pourra prendre encore une fois plein de formes. Ouais. Ouais, génial, génial.
Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter, en quelques mots, toi, comment tu dirais, OK, aujourd'hui, Anne-Claire Méret, quel est ton dharma? Mon dharma, aujourd'hui, en tout cas depuis 2020, j'ai bien senti que c'était d'aider l'humanité à se réveiller et justement à faire le chemin de la tête au cœur pour pouvoir être dans ce mouvement qui vient de la source. Enfin, pour moi, le cœur, c'est la source, c'est l'âme, c'est vraiment tout ce mouvement-là qui est pas mental, qui est très instinctif en fait, qui est d'une évidence, tu vois, pour moi, qui est devenu limpide au fil du temps parce que j'ai appris de plus en plus à l'écouter. Et donc, mon dharma, c'est ça, c'est d'aider l'humanité à s'éveiller, à écouter son cœur et à avancer vers quelque chose de plus conscient et de plus grand. Je sais qu'on va le faire. On est déjà en train de le faire. Regarde-nous. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est beau, c'est très beau comme mission, c'est magnifique. Tu fais ça tellement bien. Merci. Du coup, est-ce que tu voudrais nous rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails de comment tu en es arrivé à réaliser que ton dharma, c'était ça pour toi? Oui. Si je m'étais pas pris des claques, j'aurais pas réalisé mon dharma. Donc, j'aime pas penser que ça doit toujours être difficile parce que c'est pas vrai. Ça doit pas toujours être difficile pour pouvoir se mettre sur sa voie. Mais souvent, quand c'est pas difficile, on n'y va pas. Parce que, en fait, on est tellement habitué à notre confort, on est tellement bien que on n'ose pas changer de vie si on voit pas derrière ce qu'on pourrait y gagner. Donc, dans mon cas, c'était des inconforts qui étaient vraiment physiologiques. Donc, j'arrivais pas à dormir. J'avais des insomnies depuis l'enfance, des crises d'angoisse, des maux de ventre, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Alors, je disais que c'était héréditaire parce que mon père avait la même chose. Je venais d'une famille pas facile du tout, beaucoup de l'alcoolisme, des tentatives de suicide, des choses qui étaient très lourdes en fait. Et je pensais que c'était ça, c'était parce que j'avais tiré les mauvaises cartes, tu vois. Et je me victimisais beaucoup. Et puis il s'est passé des choses en fait dans ma vie où alors quand même, donc j'avais fait des études d'art et puis après j'avais eu des petits boulots et ça me plaisait pas trop, mais j'avais quand même en moi une ambition de trouver un métier que j'aime. Donc j'avais fait plusieurs reprises d'études jusqu'à trouver un job qui me plaisait pour travailler pour des sites de rencontres dans le marketing en fait. Et j'ai fait ça plusieurs années et à 28 ans on m'a virée. Et j'ai eu un licenciement abusif et là ça a été la goutte d'eau. Ça a été le truc, tu vois, en plus de tout le reste, le stress, mon incapacité à gérer mon anxiété, mes insomnies, etc. Le fait d'être licenciée, ça a été la cata. Et à partir de là, j'ai plus pu ignorer qu'il fallait vraiment que je m'occupe de moi. À l'époque, j'avais déjà fait des démarches pour aller dans des cliniques du sommeil et tout ça, donc je m'en suis vraiment occupée. Et quelqu'un m'a dit, tu devrais aller voir cette personne qui est naturopathe et elle va t'aider à dormir. Et là, ça m'a mis sur mon dharma. En fait, il y a eu tu vois, une grande tangente. Et là, j'ai appris que, en fait, ce que je croyais jusque-là, c'était faux. En fait, je pensais que mes nuits conditionnaient mes jours, mais en fait, c'était mes jours qui conditionnaient mes nuits. Et j'ai commencé à remettre ma vie à l'endroit. Donc, j'ai commencé à récupérer ma responsabilité grâce à cette naturopathe qui reçoit des gens en groupe de rééducation au sommeil. Et donc, gratitude parce que j'ai appris à prendre soin de moi. Enfin, à 28 ans. Alors que j'avais vu plein de médecins, on m'avait donné plein de trucs. Je gobais des somnifères, des anxiolytiques, des décontractants. J'étais une vraie pharmacie. Et à partir de là, je suis devenue curieuse de savoir comment ça fonctionne. Et donc, je suis devenue naturopathe par curiosité. Mais je pensais pas que j'en ferais un métier parce que pour moi, c'était un truc un peu, tu vois, genre, tu manges des graines, quoi. C'était le truc un peu léger, voilà. C'est pas reconnu en France et tout ça. Et je continuais en fait à travailler dans le marketing pour des sites de rencontres. Je m'étais mis à mon compte. J'étais un peu revancharde en plus, tu vois. Je voulais aller à la concurrence de mes anciens patrons qui m'avaient virée, etc. Et puis finalement, j'ai pas réussi dans les sites de rencontres, parce que je pensais que j'allais réussir, mais non. Et mes études de naturopathie ont été là et j'ai pu m'y raccrocher. En fait, j'étais tellement curieuse, j'avais tellement envie de savoir, ça me dépassait. Je me souviens, après mes cours de naturopathie le week-end, donc j'ai étudié 3 ans le week-end, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je faisais un mail et j'envoyais à tous mes amis et tout pour expliquer ce que j'avais appris. Donc, je pense que ça, c'est un signe. Quand on est tellement, tu vois, excité à propos de quelque chose, on se dit, mais c'est tellement merveilleux, je voudrais que la terre entière le sache. Comme là, ce que tu fais avec le dharma. Ouais. Ben, c'est exactement ça.
c'est un signe C'est infaillible. énorme. Ouais. Et j'avais jamais vécu ça, en fait, dans mes cellules. J'avais jamais vécu quelque chose d'aussi extraordinaire que je voulais que la Terre entière le sache. Et puis, c'est pour ça, après, que j'ai écrit des livres. Tout s'est ouvert pour moi parce que j'étais super bien connectée avec cet enthousiasme. Et je voulais que le monde entier ait accès à tout ça. C'était une évidence. Donc, on a eu l'enthousiasme, on a compris que c'était, pardon, aussi passé par des moments moins sympas, comme un licenciement ou des problèmes de santé. Et avec le recul, est-ce que tu pourrais dire que tu es presque reconnaissante pour ces obstacles ou ces cailloux sur ton chemin qui t'ont permis d'avancer d'une façon ou d'une autre? Oui, je suis très reconnaissante. Néanmoins, il faut du temps pour ça. C'est-à-dire que quand on a galéré, comme moi, insomniaque depuis l'enfance, quand on a galéré pendant 28 ans avec les insomnies, il faut du temps pour s'apaiser. C'est-à-dire que voilà, ça va mieux, ça fait 10 ans maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais je sens qu'il y a encore des parts de moi qui ont encore besoin de temps. Je pense que mais j'ai beaucoup de reconnaissance. Si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je serais pas devenue celle que je suis devenue. C'est Costa Rica, à une l'instant, on évidence. se parle. Exactement, c'est sûr que non. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres comme ça, cailloux dans la chaussure, qui sur le moment étaient vraiment genre, mais pourquoi moi? Non, c'est pas juste. Non, ça partait tellement bien. Et puis après coup, tu t'es dit, ah, ok, je comprends pourquoi ça s'est fait comme ça. Il y en a eu plusieurs. Je pense notamment à deux principaux. Le premier, c'est la prise de parole en public. Parce que comme j'ai commencé à écrire des livres, il fallait en faire la promotion, il fallait en parler. Sauf que moi, j'étais cachée avant, j'étais une planquée, comme beaucoup de gens derrière leur écran. Coucou. Et en fait, moi, j'étais bien cachée. J'étais sur Facebook, mais avec mon nom à l'envers. Personne pouvait me trouver, il n'y avait pas de photos. J'étais pas sur Instagram, ça m'intéressait pas, toutes ces choses-là. Et à partir du moment où j'ai écrit la naturopathie pour les nuls, je voulais la représenter, cette naturopathie, parce que j'ai une naturopathie joyeuse et simple et accessible à tous. Et je voulais que ce soit le cas. Et c'est pas la même chose quand c'est un service de presse qui le fait. Tu vois, c'est froid. Et ça a été super dur parce que j'ai été invitée pour parler à des conférences, pour faire des choses et tout ça. Et moi, j'étais terrifiée. Donc, je me suis rendue malade, en fait, de prendre la parole en public. Et j'ai dû prendre des cours. Parce que en fait, je comprenais pas comment faisaient les gens. Je trouvais que les gens étaient naturels en parlant en public et que moi, j'avais l'air tout sauf naturel et qu'on allait me juger, qu'on allait me critiquer. J'avais tellement peur et ça m'a duré un certain temps. Et après, petit à petit, ça a été mieux. Je me suis mise sur les réseaux sociaux et j'ai eu beaucoup de retours positifs et ça m'a encouragée. Et petit à petit, moi, je dis aux gens, ceux qui ont peur, il faut montrer un ongle et puis un doigt et puis une main, et puis un bras, puis on se rend compte que tout va bien et on peut continuer un petit peu plus. Il m'a fallu 3 ans pour faire des vidéos, accepter d'être invitée en vidéo. Voilà, ça a été un gros morceau. Et maintenant, ça va. Ouais, donc c'est vraiment en te mettant dans l'action, en te mettant un petit coup de pied aux fesses, hein, si je traduis en mes mots à moi. Et ouais, et qu'en fait, quand on se met dans le mouvement, quand on ose se montrer un peu, en fait, tout bêtement, on gagne en confiance. Et puis petit à petit, ça devient de moins en moins effrayant, de plus en plus facile. Après, ça se fait pas du jour au lendemain, comme tu viens de le dire, mais ok. Step by step. Step by step, ouais. Mais c'est génial de voir aujourd'hui à quel point tu as l'air hyper à l'aise et qu'on s'en douterait pas, en fait, si tu nous le racontais pas ce soir. C'est pour ça que je le partage, parce que je pense que c'est important que les gens se rendent compte que on a tous et toutes eu peur avant de se lancer et de devenir des personnes publiques. On a eu peur parce que on savait pas ce qui nous attendait. On se faisait des scénarios terribles. Ouais, on a tous avancé un chemin d'inconfort et de peur auquel il fallait faire face et que c'est comme ça justement qu'on s'est renforcé et qu'on a pris confiance. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager? La deuxième chose, c'est de l'ordre relationnel. Donc, j'ai trouvé un compagnon il y a quelques années dont je suis tombée éperdument amoureuse. Je pense que c'est ce qu'on appelle flamme jumelle ou quelque chose comme ça. Quelqu'un que j'ai reconnu. Je savais qu'on était fait pour être ensemble. C'était extraordinaire. Il était indien. J'avais rencontré à Rishikesh, justement.
et je savais qu'il était l'homme de ma vie quelque part. Et on a voyagé ensemble pendant presque une année et c'était extraordinaire. Et moi, j'étais dans le développement de mon activité. J'étais dans ma 3e année de naturo ou 2e, je me souviens plus. Donc, je développais mes activités en voyageant, j'écrivais mes livres et tout ça. Et il y avait un conflit parce que il comprenait pas que je veuille m'épanouir à travers mes activités professionnelles, alors que lui, son épanouissement passait par sa recherche spirituelle uniquement. Et il y avait en moi cette division parce que j'étais d'accord avec lui que la quête spirituelle était très importante pour moi. Lui, il avait choisi de tout laisser tomber pour ne faire que ça, méditer et voyager et se découvrir et découvrir le but de la vie. Et moi, je sentais que les talents qui étaient les miens, mes talents d'écriture, mon émerveillement pour la naturopathie, pour tout ce que j'avais découvert, mon goût pour le fait d'aider les autres à aller mieux dans leur vie, les empuissancer, tout ça, pour moi, c'était bon, tu vois, c'était juste. Il y avait quelque chose qui coulait dans mes veines qui était tout à fait naturel. Et je l'ai laissé, en fait, me bourrer le chou avec tout ce qu'il m'a dit, tu vois. Et pendant tout un temps, j'ai douté de moi. Et pendant tout un temps, je me disais, mais il a raison, je ne suis pas assez spirituelle. Je ne suis pas assez comme lui. Mais lui, son dharma, c'était peut-être de tout laisser tomber et d'aller que dans tous les lieux spirituels et méditer. Moi, mon dharma, c'est d'écrire des livres et d'aider les gens à récupérer leur puissance personnelle. Et il m'a fallu de l'affirmation, en fait. Il était là, je pense, sur mon chemin pour que je m'affirme et que je dise non, c'est mon chemin. Et donc, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux être aussi avancé spirituellement que tu veux. Tu peux pas changer mon chemin, c'est le mien. Et tu peux pas prétendre connaître mon chemin non plus à ma place. Et aussi douloureux que ça a été de rompre, je pense qu'il y avait quelque chose de, tu vois, c'était karmique pour qu'il vienne me montrer que je devais m'affirmer, que je devais occuper ma place et sans douter de ma place. En fait, il est venu m'aider à me rendre compte que c'était ma place. Et c'était dur. C'était vraiment l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à vivre de ma vie. Ouais, c'est beau. C'est beau ce que tu nous racontes. Et ouais, je trouve que quand on choisit de voir la vie comme une école et que chaque rencontre, chaque expérience est là pour nous enseigner quelque chose et que finalement, effectivement, il y a des personnes qu'on rencontre qui sont là pour nous aider à avancer justement sur le chemin de notre dharma, à marcher un certain temps avec nous sur ce chemin. Et puis qu'après, les chemins peuvent se séparer et que comme tu l'as dit, on a chacun notre dharma en fait. Et personne ne pourra jamais dire à qui que ce soit quel est ton dharma. Si demain quelqu'un vient me voir en me disant c'est quoi mon dharma, je ne pourrais pas le dire. C'est toute interprétation. Ça va bien. Ah, ça coupe un peu. Doucement. C'est bizarre. Comme si avait connecté. Bon, je ne sais pas si les gens m'entendent. Je vais continuer. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a tous ces archétypes, on a besoin en fait pour nous réaliser, pour nous, pour nous réaliser pleinement dans la vie. Et pour certains, effectivement, ça va être de méditer. C'est une vie très contemplative. Et pour d'autres, ça va être quelque chose de très visionnaire. D'autres, plutôt révolutionnaire. D'autres, quand on fait beaucoup de recherches, ça peut prendre plein de formes, quoi. Et en tout cas, c'est sûr, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous des réponses. Les autres vont nous donner des bribes d'informations qui vont nous aider. Ah, le bruit continue, on me dit quand même. Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est chez Perrine et aussi? Gros problème de son. Ah non! Je pensais que c'était. Alors, attends. Je vais. Alors, je me suis mis en Wi-Fi. On n'entend pas du tout. On n'entend pas. Alors, attends. Je vais mettre une minute.
Alors là, oui, toujours. Est-ce que c'est OK pour toi si on interrompt et je relance un live? Très bien. Est-ce que vous, à la maison, vous entendez bien Perrine? Non, je vois les messages qui ils disent qu'ils m'entendent pas et moi j'entends que le son, j'ai un énorme grésillement aussi. Ok, ben, on Ouais. relance alors. Bon, on relance. À tout de suite.